comme, curieusement, toutes les années paires, depuis qu'on est ici, ça fait 16 ans, sont formidables. Les années impaires sont un peu moins bonnes. L'année passée, je ne vous mentirais pas en vous disant que ça n'a pas été le millésime du siècle. On s'en est bien tiré malgré tout. Et cette année, c'est magique, là. Tout va bien et je pense, je suis pas mal convaincu, sur l'ensemble du Québec, tout va super bien. La floraison est terminée, la nouaison même, elle est terminée. Donc là, on progresse vers la nouaison, la véraison. Donc à ce Peux-tu moment-là... expliquer vite fait pour ceux qui écoutent et qui n'ont jamais entendu parler de ces termes-là, c'est quoi la différence puis les spécificités de nouaison et véraison? OK, donc plusieurs étapes. Il y a le débourrement, donc vraiment quand le bourgeon éclate. Ensuite de ça, ça pousse un peu. Ça pousse même beaucoup, ça pousse très vite la vigne. On tombe en une période où on va tomber avec la floraison de la grappe de raisin. Suite à ça, aussitôt que le raisin est fécondé, la fleur va tomber. Et là, le grain va commencer un peu à grossir, le grain à l'intérieur, et c'est ce qu'on appelle la nouaison, finalement. Donc ça, c'est une autre belle étape. La nouaison nous prouve que la floraison a bien été. Si le grain ne grossit pas, s'il y a de la coulure, du mélirandage, c'est-à-dire que le grain n'est pas fécondé, il va tomber. Si ce n'est pas le cas, il va grossir. Quand ça commence à grossir, on se tape dans les mains, on dit « yes, ça a bien été ». Et comme il n'y a pas eu de pluie durant la floraison cette année, donc généralement, on a vraiment une très belle charge de fruits. Et suite à ça, le raisin va grossir, venir fermer la grappe. Et là, il va y avoir un phénomène fantastique qu'on appelle la véraison, c'est-à-dire aussitôt que le grain de raisin va acquérir assez de sucre, il va changer de couleur. Même le raisin vert va devenir translucide et le raisin bleu, rouge va tomber une couleur foncée. Et ça, en l'espace d'une journée, ça se fait. On passait devant l'île sans nécessairement traverser le pont. Et un jour, on l'a fait, et là, ça a été le coup de foudre. Et lorsqu'on l'a fait, en plus, quelques années après, on a vu le vignoble à vendre ici, sur Internet, un soir d'hiver. Et là, on s'est mis à rêver. On s'est dit, ça serait peut-être un avenue intéressant. Et donc là, on a commencé à visiter plein de vignobles, beaucoup à l'étranger, un petit peu ici aussi. Et lorsqu'on est revenu avec les enfants, je me souviens très bien de cette journée-là qu'on est venu au Zoo de Québec, défunt aujourd'hui. Et là, les enfants dormaient, on campait au Mont-Sainte-Anne. Et là, on a dit, on va aller faire un petit tour sur le doré, puis on va aller voir le vignoble qu'on avait vu à vendre. Et là, lorsqu'on est rentré juste ici, on a tourné le coin et là, j'ai arrêté la voiture et j'ai regardé Nathalie. On s'est regardé les deux, on a dit « Wow! » Et là, ça a été très, très, très vite. Ah oui, vraiment vite. Tombé en amour, Ça, c'était le mois d'août et on a acheté au mois d'octobre. Okay. Et moi, j'avais plein de chantiers, là. J'avais 40 employés. Pas 40 employés. Mais à ce moment-là, j'avais 40 employés. On travaillait, on était en train de refaire le quai de l'horloge, toutes les surfaces du quai de l'horloge au Vieux-Port de Montréal. Et on a acheté le domaine, vraiment sur un coup de tête. Et là, aux grandes dames de nos parents, puis de même nos amis, tout le monde était basourdi parce qu'on venait juste de se construire une belle maison sur le bord de l'eau aussi, à Radun. Tout allait bien, les enfants étaient jeunes aussi. On avait 3 enfants à ce moment-là. Puis c'est ça, de jour au lendemain, on a vraiment fait un changement de cap total, là. Et ça, c'est en quelle année, juste pour nous situer? On a acheté en 2003. En 2003. On a pris possession au mois de mai 2004. On était très naïfs. Honnêtement, je pense qu'il faut l'être au début de ces aventures-là. Nous, ce qu'on aimait, c'était l'endroit. Et effectivement, le monde du vin nous intéressait. Jamais on n'aurait pensé qu'aujourd'hui, on serait où on est rendu aujourd'hui, avec une relève que Gabriel va pouvoir vous en parler. Mais, donc, nous, on voulait avoir une terre, on voulait vivre ici, on voulait élever nos enfants, et on faisait 10 000 bouteilles, même 7 000 bouteilles à l'époque, puis on avait quand même ramassé un bagage financier intéressant, donc c'était all set pour nous. Mais on est très entrepreneurs aussi. Donc là, petit à petit, on a fait ça vraiment un pas à la fois, on voulait bien comprendre la vigne. Après ça, la vinification aussi. Les premiers vins qu'on a faits, c'était pas parfait, là, loin de là. Puis comme la viticulture a beaucoup avancé, la viniculture aussi au Québec a beaucoup avancé, l'œnologie, bien, nous, on a avancé au même rythme. Puis là, d'un vignoble à l'autre, on se poussait à s'améliorer. Et là, on est rendu aujourd'hui où je pense que nos vins ont vraiment une très belle qualité. Et quand on est arrivé ici au vignoble, moi, j'avais juste 8 ans, Charles avait 7 ans, puis Philippe avait 2 ans. Donc, Phil était encore vraiment bébé. Puis, ça a commencé comme super naturellement, en fait. Là. Moi, de ce que je me souviens, je suivais ma mère partout dans la boutique. J'aimais ça, la regarder faire des dégustations. Puis quand les gens achetaient des bouteilles, je mettais les bouteilles dans les sacs. Puis c'était comme ma partie du travail. Tandis que Charles, lui, suivait mon père partout dans les vignes, puis tout ce qui était
comme plus dehors, manuel, les tracteurs aussi. Oui, vraiment beaucoup. C'est comme quelque chose qui l'animait énormément. Puis ça a comme toujours été comme ça qu'on suivait nos parents. Puis éventuellement, on s'est mis à travailler ici comme job d'été. Puis avec le temps, c'est devenu, plus qu'une job d'été, c'est devenu quelque chose qu'on envisageait à faire pour le futur. Puis on a orienté nos études plus là-dedans. Puis maintenant, là, on est rendu qu'on travaille à temps plein, moi et Charles. Moi, plus du côté administratif, service client, vente. Charles, plus au niveau de la viticulture, de la vinification aussi. Puis depuis cette année, bien là, il y a Philippe aussi qui travaille dans les champs avec les gars, donc, puis qui oriente ses études également vers là. Donc, puis on a plein de projets pour le futur aussi, là, donc de fil en aiguille, bien là, les gens autour de moi découvrent ce qu'on a ici, puis voient la passion aussi qu'on a, puis les gens comme trip s'intéressent, puis il y a de plus en plus un engouement aussi avec les vins du Québec. Donc là, je suis un peu moins comme un extraterrestre, un petit peu plus normal de faire partie d'un monde comme ça. Moi, je suis curieuse, ça se passe comment travailler en famille au quotidien? J'imagine qu'il y a des hauts et des bas. Oui, effectivement. Mais en réalité, ce qui est le plus dur, c'est qu'on a beaucoup de misère à décrocher. C'est-à-dire qu'on se fait des soupers, quoi que ce soit, on parle tout le temps de vin. Tout le temps. Fait que ça c'est le côté le plus dur. Après ça, ben, il y a bien des gens qui me disent vous êtes chanceux, vous avez de la relève et tout ça. C'est vrai. Mais encore là, la chance, je pense que la chance, on est chanceux d'être en santé. Après ça, la chance, ça se travaille. Et moi, j'ai un bon ami à moi qui est vigneron aussi, M. Gartin, qui m'avait tout le temps dit, tu sais, Louis, il dit, parce que moi, j'avais dit ça aussi, tu sais, son garçon était là-dedans, sa fille aussi, puis il suivait ses traces. Puis j'ai dit, ouais, t'es chanceux, Régent, tu sais, tes enfants te suivent. Mais il dit, tu sais, Louis, il dit, moi, j'ai été élevé cultivateur, puis mon meilleur ami, c'est un cultivateur aussi à côté. Et il dit, lui, son père rentrait le soir, tu sais, puis, tu sais, ça va pas toujours bien sur une ferme. Puis il rentrait le soir, puis, tu sais, ses états d'âme, il sortait pas mal, tu sais. Le tracteur est encore cassé. Puis il dit, moi, mon père, il avait le même problème. Mais, tu sais, il faisait attention quand il rentrait chez lui, tu sais, il déblatérait pas que sa journée avait mal été, il faisait un peu plus garde. Puis ça fait en sorte que moi, tu sais, je me suis intéressé au métier, puis j'ai embarqué. Puis mon chum, lui, la première chose qu'il a voulu faire, c'est sacrer son camp, tu sais, puis aller faire autre chose. Puis ça m'a tout le temps resté. Donc, après ça, on fait attention. Puis nous, on n'a jamais poussé nos enfants. Même au contraire, on les a même découragés. Puis les pousser à faire autre chose. Ouais, vraiment, parce que, tu sais, ça aurait été plate de se faire dire après, ouais, c'était votre rêve, puis tu sais, on a embarqué là-dedans, puis finalement... Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau. Et même le dernier, que lui a tout le temps pensé qu'il n'y avait pas de place pour lui, tout ça, Gabriel a étudié là-dedans, Charles était dans l'Ontario, étudier aussi la viticulture, œnologie. Lui, il dit, bon, il n'y a peut-être pas de place pour moi sur le domaine, puis il cherchait plus à cet âge-là aussi. Tantôt, on a parlé un petit peu de la vigne, comment ça je veux dire, le débourrement et tout ça, mais on n'a pas... je veux dire, ça, c'est tout ce qui commence à partir du printemps. Là, Oui. moi, j'aimerais qu'on recule dans l'hiver. Oui. Puis, si possible, même de faire un lien avec comment on a été capable de gérer l'hiver, le froid, les toiles. Oui. Comment que va se comporter les bourgeons, le fameux mythe des bourgeons primaires, secondaires. Moi, c'est encore un peu embrouillé. Et qu'est-ce que ça implique? En fait, quel est le résultat une fois dans la bouteille? Et en fonction de quel bourgeon a survécu ou quel bourgeon a donné la grappe de l'année? Ouais. C'est fou, hein? Parce que je sais que vous êtes des grands spécialistes là-dedans et on voyage énormément. En tout cas, moi, tous nos voyages sont axés sur des mondes vinicoles. Et lorsqu'on parle de bourgeons, puis naturellement, on rencontre plein de vignerons. On est tout le temps très bien accueillis. Entre vignerons, il y a une belle fraternité, c'est assez incroyable. Et lorsqu'on parle de bourgeons primaires, même à des vignerons français ou des gens qui ont toujours été là-dedans, on vient comme les perdre un peu. Il y en a qui sont en lignée, là, mais il y en a un paquet qu'on les perd. Puis après ça, les gens, ils nous trouvent un peu spécial au Québec de faire de la vigne et tout ça, mais le fait qu'on soit spécial, le fait qu'on pense que le climat n'est pas adéquat, qu'on a des hivers compliqués, bien, il a fallu qu'on bûche, puis il a fallu qu'on comprenne comme il faut notre vigne. Et il y a vraiment des grands spécialistes, il y a des gens qui ont vraiment étudié la question, puis il y a vraiment des piquis qui ont été au fond des choses. Et comme tout était à faire, et comme on n'avait pas de règles, bien, tout était à inventer. Donc, on a vraiment bûché là-dessus. Donc, est arrivé les fameuses toiles géotextiles. Puis même le butage à l'époque. Parce que le butage, ça se fait pas partout dans le monde, on peut se le dire. C'est pas pour passer les hivers. Donc, ça a commencé avec ça, le butage, certains cépages ont quand même des bons résultats avec ça.
Là, après ça, il y a des pour et des contre. Hein. Ça, c'est au choix de chacun. Et est arrivé l'Étoile Géotextile, qui viennent créer finalement une tente au-dessus de nos cordons qu'on va garder pour l'année suivante. Cette tente-là va être réchauffée par l'effet du sol, qui reste très actif et relativement chaud durant l'hiver. Il va venir chauffer l'intérieur, créer une géothermie finalement, et faire en sorte que nos bourgeons, le bourgeon primaire et même le secondaire, ne gèlera pas en bas de -20 lorsqu'il va être en dormance. Puis tout est là. Tout est là. C'est compliqué parce que ce fameux bourgeon-là, présentement, à l'heure où on se parle, puisque la vigne, elle est superbe, elle est bien établie, eh bien, le bourgeon, pour l'année prochaine, est en train de se former. Il est là, le bourgeon. Et là, tout dépendant de l'effeuillage qu'on va y procurer, le soleil qui va aller capter, il va être en forme ou non. Ensuite, si notre bourgeon est en forme, bien là, il faut qu'il vienne passer des hivers, toujours dans sa belle forme, sans geler. Là, c'est vraiment le gel qui peut nous faire mal. Donc, le bourgeon primaire de 2020, il s'est développé dans le milieu de la saison 2019. Exactement. Parfait. Il est là. Et présentement, puis, il est là pour le bourgeon 2021. Et puis, moi, je suis curieux de savoir, il se forme quand, puis en lien avec les derniers gels possibles dans l'année. OK. Il se forme quand? La question, elle est super bonne, mais d'après moi, il se forme aussitôt que le sarment commence à pousser. On le voit bien, là, le bourgeon, il est déjà là. Là, il va se former à l'intérieur. Je sais que j'ai vu un spécialiste avait découpé un bourgeon de l'année. Il avait bien découpé et on voyait toutes les grappes dedans. Et on voyait même les 3 bourgeons, on voyait les grappes. C'était complètement capoté. Donc, voyez-vous comment tout se forme déjà cette année-là. Ensuite, t'as ton autre question, excuse-moi, j'ai oublié, mais En fait, c'est de savoir durant l'hiver... avec le gel, le dernier gel, Exact. parce que en fait, j'imagine que le dernier gel printanier peut avoir effet sur l'année d'après. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer durant l'hiver. On a toujours tablé sur le fait de dire qu'il faut protéger notre vigne pour pas qu'elle descende sous -20 degrés Celsius en plein hiver. Ça, c'est idéal, surtout pour les vinifera. Les hybrides, c'est autre chose, ça peut résister jusqu'à des -30, -35. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, une année sur 3, on a des succès. On ne comprenait pas, pourtant, on pensait que ça avait bien été tout ça. Là, on s'aperçoit que ce qui se passe avec notre vigne, surtout avec nos hybrides, c'est qu'il y a beaucoup de redoux durant l'hiver. Et il y a des froids qui arrivent assez tôt aussi. Donc, lorsqu'on arrive avec un froid de -20, ça arrive au mois de novembre, la vigne n'est pas nécessairement acclimatée. Donc, elle n'a pas tout retiré son énergie dans ses racines et elle est en train de le faire. Elle est en train de tomber en dormance. Et là, il arrive un -20. Ça fait très mal. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'il nous arrive de plus en plus durant le mois de janvier, février, mais surtout le mois de janvier, même décembre, parce que la vigne est en dormance, elle est bien protégée, tout ça. Et là, nous arrive un redoux. Et c'est pas rare de voir un 2 degrés, 3 degrés. Les hybrides, la façon qu'ils sont faits, c'est qu'eux autres, aussitôt qu'ils commencent à faire beau, aussitôt qu'ils sentent un effet en haut de zéro, ils disent « Ah! Le printemps est arrivé, on repart, on remonte les sèves, on repart la game. » Puis une semaine après, il nous arrive un -20 et là, c'est catastrophique. Le vinifera, lui, la façon qui a été étudiée, qu'on s'aperçoit, c'est que lui, il n'est plus adolescent. Il n'est plus comme « Commence à faire beau, oh fuck, moi je reste couché, je me lève pas tout de suite, je prends mon temps et tout ça. » Et là, finalement, il a bien fait parce qu'il nous arrive une fois, puis il dit « Ah, finalement, je repars. » Puis il est un peu plus long à se désacclimater. Et ce qui fait en sorte que finalement, c'est un bon avenue pour nous. Donc, on est en train de beaucoup étudier cet effet-là d'acclimatation, que la vigne est en dormance, pas dormance, elle se réveille ou pas. Ça, c'est très important. Ensuite, pour notre bourgeon, pour qu'on garde vraiment sain, ça, on parle vraiment de la vigne à ce moment-là, l'acclimatation. Ensuite, ça, pour que le bourgeon reste correct durant la saison, on le protège vraiment avec la géomembrane. Ici, la grosse richesse qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de neige. Et cette neige-là vient ensevelir nos membranes aussitôt qu'il y a un peu de neige, parce que finalement, ça fait comme une clôture. Ils ventent, ça vient se remplir de neige. Nous, on a des thermomètres partout sur nos membranes. Et aussitôt qu'il y a de la neige, la température oscille entre 0 et -4. Puis oscille, là, ça fait vraiment un plat. Là. Nuit, jour, même s'il fait -30 dehors, c'est vraiment très uniforme. Ce qui fait en sorte que nous, on dort bien. Avec nos vignes embrayées, on dort très bien. Avec nos hybrides, on est toujours un peu nerveux. Parce qu'ils ne sont pas couverts, eux autres. Parce qu'ils ne sont pas recouverts. Effectivement. C'est ce qu'on a à l'île, là, tu sais.
Donc, quand on le travaille, il redevient argile. Hein? C'est une argile, finalement, qui a été constituée en schiste. Il y a, fait que c'est vraiment ça. Donc, on creuse là-dedans. On a un étang, on a creusé 5 mètres. On est encore là-dedans. Donc, c'est tout défait. Donc, la vigne, elle va dans des racines là-dedans. Moi, on trouve en tout cas qu'on a une certaine droiture dans nos vins, qu'on a un côté minéral qu'on rencontre dans tous nos vins. Que ce soit aussi bien le voile que c'est un assemblage d'hybride, que le Riesling et tout ça. Puis il y a une certaine ligne. Et nous, on se plaît à croire que c'est ça. Ça peut être que ça, d'ailleurs. Je veux dire, après... donc, c'est ce qu'on rencontre beaucoup sur l'île, là. On va faire notre vin de base, généralement avec une belle acidité. Et lorsqu'on va venir faire le tirage, qu'on appelle, donc on va venir faire un pied de cuve avec des levures. On va mettre un peu de sucre et on va tout mettre ça dans la bouteille. La levure, elle, ce qu'elle va le faire en bouteille, c'est qu'elle va manger le sucre qu'on a mis dedans. Elle va transformer ça en CO2, en gaz, en bulles. Ça va rester tout dans la bouteille. Lorsqu'on n'aura plus de nourriture, cette levure-là, elle va mourir. Elle va se déposer dans le fond, créant la lie, comme une poussière, une petite poussière. Cette petite poussière-là, généralement, sur une bouteille qui est couchée comme ça, oui, effectivement, ça prend un mois, puis elle va mourir, mais il en reste toujours, tu sais, c'est fort une levure, il en reste toujours quelques-uns. Donc, avec le produit qu'on veut faire, nous, on ne voulait pas le gazéifier parce que nous, on aime la bulle d'une méthode traditionnelle, une bulle qui dure, une bulle qui est plus fine. Donc, on voulait la faire en méthode traditionnelle. Mais on voulait dégorger après un mois pour ne pas avoir le côté brioché ou le côté vieilli, si vous voulez, d'une bulle qu'on a. On voulait garder la fraîcheur et le fruit. On a dit, après un mois, on va mettre ça sur un pupitre, on va revirer ça et on va dégorger. Mais c'est un produit qui a beaucoup d'acidité parce que c'est un Riesling. Donc, il faut le doser. C'est aussi un peu ça le but, c'est de ne pas trop toucher à l'acidité, quelque chose d'acidité, de frais, mais en le dosant, créer un équilibre. Mais en le dosant, il faut rajouter du sucre. Puis en rajoutant du sucre avec des levures qui sont peut-être encore un peu actives, bien, ça fait une bombe. Puis on ne veut pas avoir une bombe. Puis vous non plus, vous ne voulez pas avoir ça. Je peux vous le dire, parce qu'on a déjà fait des bombes. Donc, dans un tracteur, quand ça tombe, ça fait une bombe. Mais, donc là, on a découvert qu'il se fait une levure qui est encapsulée. Donc, la levure, elle vient comme dans un grain de riz. Elle est prise dans un grain de riz. Donc, c'est la même chose qu'une méthode traditionnelle. On fait notre vin de base et on ajoute une cuillerée à thé de ces levures-là, de ces grains de riz-là. Et on met un peu de sucre. Ce qu'il va faire, la levure, elle est vivante, elle va manger le sucre, elle va mourir, mais elle ne fera pas un lit, elle va rester à l'intérieur de sa petite capsule. Elle peut travailler à l'intérieur, mais elle va mourir aussi là, puis elle va rester dedans. Ce qui fait en sorte qu'après un mois ou deux, lorsqu'on est prêt à embouteiller, bien là, on revire ça de côté, et là, la levure, elle va tomber, et on est certain que, idéalement, qu'il n'y a pas d'autres levures à l'intérieur, sont toutes prises dans le grain de riz. On dégorge, on dose, et c'est ça qui nous permet de vendre un vin de l'année, finalement, avec des super belles bulles. Je me demandais comment est-ce que vous voyez l'avenir du vignoble québécois, peut-être en lien avec le réchauffement climatique. Ça peut être aussi au niveau de la commercialisation. Est-ce qu'il y a des enjeux, des avantages, des points négatifs? Je serais curieuse de vous entendre à ce niveau-là. Moi, j'y crois incroyablement. Comme je vous dis tantôt, j'ai beaucoup voyagé. Je suis toujours très surpris d'aller dans des régions viticoles reconnues à travers le monde. Je parle de l'Italie. L'année passée, on a emmené les enfants en Italie. On a fait plein de vignobles, des petits vignobles, 30 000, 40 000 bouteilles de production, dans des endroits paradisiaques, des vins magiques qui vendent pour des bouchées et qu'on discute avec les gens et les gens nous disent qu'ils sont en exportation à 80-85 %. Ici, on fait 60 000 bouteilles, c'est tout écoulé ici même, juste dans l'été. Les vignerons, on reçoit beaucoup de vignerons à travers le monde, ils viennent ici. Je leur dis un peu comment on fonctionne, tout ça. Eux, ils n'en reviennent pas. Ils ne reviennent pas du prix qu'on vend nos bouteilles aussi, c'est quand même assez cher. Et, ils n'en reviennent pas qu'on réussit à tout vendre, puis on est loin de penser à l'exportation. Donc, pour répondre à ta question, moi, je vois des possibilités de fou au Québec, de fou. La minute qu'on a bien compris comment gérer notre vigne, parce que tout se passe là. Moi, je pense que prime abord, c'est la culture de la vigne. Après ça, avec un bon raisin, c'est facile de faire du bon vin. Puis avec du bon vin, c'est facile de le vendre. Ça va de soi. Ceux qui ne réussissent pas nécessairement à vendre leur bouteille présentement, c'est parce que
il y a peut-être un gros problème de packaging ou un problème dans la bouteille aussi. Sinon, tous les gens qui font des bons vins sont en pénurie et c'est pour ça que l'ensemble des vignerons sont pas mal contents présentement. En plus, cette année, ça va très bien. Donc, belle possibilité. Des prix à la bouteille qui sont élevés. Des possibilités commerciales qui sont assez grandes quand même. On peut vendre à la propriété, on peut vendre à la restauration, on peut vendre maintenant à les épiceries, on peut vendre à la SAQ. Donc, il y a quand même beaucoup de place. Il se vend 230 millions de bouteilles de vin au Québec à chaque année. On en produit 2 millions. On ne produit pas 1 % de la consommation qui se vend au Québec. Donc, on ne pense même pas à l'exportation. L'exportation, c'est ici. Puis on fait des vins qui viennent d'ici. Et là, présentement, les achats locaux sont très populaires. Les vins sont de plus en plus sur la coche, si on peut dire. Ici, on fait des vins, on est beaucoup sur les vins blancs. On est sur des acidités quand même soutenues. Bien, c'est bien parce que les gens sont rendus là. Peu d'alcool, des vins avec de la fraîcheur. Fait que toutes les astres sont comme enlignés pour faire en sorte que la viticulture au Québec connaisse des bons géants. Bon. Après ça, il y a quelques petites barrières qui viennent de temps en temps, mais ça, on va essayer de les résoudre. Mais est-ce que le Comité des vins du Québec chapeaute aussi, mettons, des rencontres entre vignerons, justement, pour parfaire les connaissances sur différents aspects de la vigne? Oui, tout à fait. En réalité, on essaie de plus possible de se réunir, de créer beaucoup de formations aussi. On a des cliniques de taille, on fait venir des spécialistes de partout. L'année passée, on a fait venir un spécialiste des maladies du bois. Ça, c'est un autre exemple. Le monsieur, c'est un chercheur reconnu, que j'oublie son nom, Richard quelque chose. Et lui, il vient de l'Australie et il parcourt le monde avec les maladies du bois. C'est son nouveau dada. Puis, il est arrivé ici, puis nous, on savait qu'on avait des maladies de bois, on savait lesquelles on avait, tout ça. Et lui, il était super surpris parce que lui, il fait le tour du monde, puis il dit il y a plein de grands pays viticoles qui ne savent même pas c'est quoi une maladie du bois. Il dit vous êtes déjà assez avancés. Donc, oui, c'était un aspect qu'on fait. On fait venir des spécialistes, on les rencontre. Ou sinon, comme tu as participé l'année passée, à chaque année, sur nos vins primeurs, qu'on dit, donc c'est vraiment les vins de cuve, des monocépages, pas travaillés encore, pas passés sous barrique. Donc, on se réunit les vignerons ensemble, puis on déguste. On déguste nos cuvées, sans prétention. Puis, on trouve qu'à ce moment-là, on peut s'enligner. Ça nous permet d'un peu plus se comparer, de voir qu'est-ce qui se fait et tout. Et si toutefois, il y a un nouveau vigneron, quoi que ce soit, qui est un peu en déroute ou tout ça, bien, tu sais, c'est pas gênant de dire « Oh, faites attention à ça, je pense qu'il y a peut-être un peu d'oxydation ou il y a peut-être un... » Donc, tu sais, ça fait en sorte que ça met la table à de l'entraide et c'est comme ça, finalement, qu'on va pousser, là, qu'on va grandir. Absolument. Tout le monde est gagnant dans ça. Tout le monde est gagnant, il faut juste participer. Il y a des gens encore qui pensent qu'on est compétitif, un vigneron envers l'autre. Mais tu sais, la compétition, c'est des vins français, des vins espagnols. C'est pas entre nous, loin de là. Tu sais, moi, sur l'île d'Orléans, on est plusieurs vignerons. Je rêve du jour où on va être encore plus de vignerons, mais avec des vins de qualité. Il faut que les gens disent, ben tu sais, si je viens sur l'île, je sais qu'il se fait du bon vin sur l'île, ben tout le monde va être gagnant à ça, là. Combien de vignerons êtes-vous sur l'île? On est 7 vignobles, 6 vignobles commerciaux. Oui. Puis quand même un peu de vignes de planter où nous, on achète des raisins. Mais pas nous, il y a d'autres vignerons. Puis sinon, oui, c'est ça, c'est 6 commerciaux. Vous êtes arrivé il y a 16 ans. Il y avait déjà quelqu'un d'installé. Est-ce que ce vigneron-là est encore là? Non, lui a vendu, puis on l'a plus revu par la suite, là. Donc, le vignoble ici a été implanté en 88, donc ça fait quand même 32 ans. Et il y a l'île de Bacchus aussi dans les mêmes années là, qui ont implanté de la vigne. On est pas mal les deux plus vieux vignobles là, dans la région ici, là. Mais ils faisaient de la vigne avant à Charlebourg. C'est vraiment des pionniers à ce moment-là. Et il y a M. Vandal aussi qui a hybridé le Vandal Clich à l'époque avec M. Clich, son étudiant. Et c'est ici qu'ils sont venus planter le premier Vandal Clich de façon commerciale. C'est vraiment, ils ont planté 1 hectare de Vandal. Là. OK. Puis, selon vous, ce serait quoi les plus gros enjeux là, auxquels le vignoble québécois pourrait être confronté dans les prochaines années? S'il y en a. Oui, il y en a toujours. Il y en a toujours. Ça peut changer. Je crois qu'au Québec, on va toujours faire une viticulture qui va être en pénurie, qui va être une rareté. Et je pense qu'il faut jouer là-dessus. Tu sais, je ne pense pas qu'il faut jouer le volume, je pense qu'il faut jouer la qualité et qu'on en manque à chaque année. Ça, je pense que ça serait parfait. Le volume, tu sais, il faut avoir nos gouvernements qui vont comprendre que nous aider à investir dans la vigne
fait en sorte que la vigne va rester sur notre terroir. Si ça fonctionne, on ne partira pas avec notre vigne aller en Chine faire quoi que ce soit. La vigne va rester là, elle va produire ici, elle va faire travailler des gens d'ici. Et c'est un retour à l'économie de fou. On l'a vu en Ontario, ils ont investi 200 millions dans les années 80. Ils sont morts de rire, 200 millions, ils rentrent dans les coffres à chaque année. Ça, j'aimerais ça que le gouvernement soit partenaire avec nous, puis qu'il nous aide à se développer. Parce que je pense que là, on a assez de connaissances. Par contre, il en manque encore beaucoup. La viticulture va être possiblement le plus gros, le maillon faible dans tout ça. Mais je pense que c'est ça à travers le monde, c'est tout le temps ça. Après ça, avec un bon raisin, on va pouvoir faire un vin, ça j'en doute pas. Donc, ça va être la viticulture, de choisir les bons cépages. Là, on a encore beaucoup trop de cépages. Il y a encore beaucoup d'essais qui se font. De tabler sur quelques cépages que tout le monde pourrait avoir. Après ça, faire des essais, c'est ce qui est formidable au Québec, c'est que tout est à faire, tout est permis. Donc, vous le voyez présentement, il se fait des pétnates, il se fait toutes sortes de choses, des vins oranges, tout est permis. Et tout est permis même dans l'IGP. Donc, puis c'est correct, c'est parfait, je trouve. Ça laisse place à l'imagination. Puis à un moment donné, on va trouver un créneau et on va le suivre. De ton point de vue, la plus vieille de la famille, de la relève du moins, c'est quoi le futur de VSP, Vignoble Sainte-Pétronille? Grosse question. C'est sûr qu'en fait, en ce moment, je pense que ça va bien, qu'on va vraiment plus justement sur des produits de qualité, qu'on est en train de plus se stabiliser sur ce qu'on fait. On est en train de se créer une belle clientèle ici aussi au domaine. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on veut continuer dans le futur. Mais l'engouement est tellement fort au niveau des produits locaux. Puis même, je le vois beaucoup. Ça fait longtemps que je suis en arrière du comptoir à la boutique. Puis au début, il fallait travailler le client pour mettre le vin dans son verre puis qu'il goûte pour le convaincre puis lui dire que hey, on fait du vin au Québec puis c'est bon parce qu'ils nous croyaient pas puis là il fallait faire beaucoup de blabla puis beaucoup de puis là dans leur visage à un moment donné c'est comme mais coudonc, tu sais, c'est un blanc du Québec puis j'ai aimé ça. Fait qu'au début ça c'était vraiment un travail puis avec le temps la clientèle, le monde, la mentalité change beaucoup puis maintenant c'est quasiment le client en arrière du comptoir qui essaie de nous convaincre qu'on fait du bon vin au Québec. Puis tu sais maintenant on parle même plus puis le client là c'est assez bon, là, j'ai goûté telle affaire, j'allais dans tel vignoble, c'est tellement le fun, ça, ce produit-là, faut vraiment que tu goûtes à ça, c'est trop bon. Puis, moi, lui, je l'aime tellement, non, c'est mon vin préféré. Tu sais, je buvais pas de vin, puis finalement, j'aime vraiment le vin à cause de vos produits. Tu sais, le monde, ils ont tellement un engouement fort, ils viennent ici faire leurs provisions, puis tu sais, ils ont peur de passer tout droit, ils ont peur d'en manquer. Fait que, à ce niveau-là, il y a vraiment comme beaucoup de potentiel qui s'en vient. La mentalité change énormément. Puis la clientèle est comme super tripante, super ouverte aussi à tout ce qui est cultivé chez nous. Puis qui. Oui, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe avec les épiceries fines présentement? Tu sais, les gens font la file à l'épicerie fine le matin. C'est pour. T'aurais dit ça, me le disant. On aurait dit, t'es malade. Mais tu sais, ça arrive vraiment. Et tu sais, des gens comme Mathieu Dunival, les Pervers, nos vedettes, les autres, ils font un pause, puis ça part dans la 10 minutes. Les gens se chicanent parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir des bouteilles ou quoi que ce soit. Puis même nous autres, on se fait donner de la marde parce que « Mais là, ça n'a pas d'allure, vous avez dit qu'il en restait. » Puis excusez-nous. C'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème, mais c'est un problème quand même. Hein? C'est quand même un problème de créer la rareté. Et comme dans toute entreprise, c'est toujours dur de dire où je m'arrête. Ça, c'est dur. Parce qu'honnêtement, ici, on pourrait faire 200 000 bouteilles, on les vendrait, tu sais, ça serait facile. Ça serait payant, c'est sûr. Sauf que pour faire 200 000 bouteilles, ça me prendrait possiblement 20 hectares de vignes. Et à 20 hectares de vignes, on ne pourrait pas avoir la même gestion et la même qualité de vie aussi qu'on a présentement. Tu sais, donc, c'est un choix après. C'est un choix très personnel à chacun. Il y en a qui sont petits, ils veulent rester petits. Il y en a qui visent la longue shot, ils s'en vont là. Puis vous, pardon de vous interrompre, avez-vous l'intention de grossir un petit peu ou... On est trop jeunes. On est à 11 pour hectares de le vignes moment, ici. pas nécessairement grossir, juste que les gars arrêtent d'arracher des vignes partout sur le vignoble, puis qu'ils en replantent pour de vrai, puis qu'ils les laissent là pour qu'on soit stable. Donc, c'est plus ça qu'on vise, mais une fois que tout va être planté comme on veut, avec les cépages qu'on veut, on va peut-être arriver autour de 100 000 bouteilles. Ouais. Puis c'est peut-être ça qu'on vise pour le moment. Après ça, peut-être que dans le temps, l'engouement ou le mode de vie ou la famille, peu importe, ça va changer, puis on va décider de se lancer dans le plus gros. Après ça, c'est vraiment difficile à prévoir parce que je pense qu'à chaque année, on a une idée différente. Ouais. Mais je pense que le 10 hectares est un beau chiffre, pour nous en tout cas.
Ça fait 2 années, nous, on emploie un peu de main-d'œuvre étrangère. Une chance qu'on les a d'ailleurs, on en a 2. Ça fait 2 années au printemps qu'ils ne sont pas là, cette année à cause du COVID. Puis ils étaient là, mais dans la roulotte en quarantaine. Donc, c'est juste la famille qu'on a tout taillé. 10 hectares, c'est du stock. Je pense à mon ami Yvan du domaine Quirillon qui a 23 hectares, qui pleurait ce printemps. Et avec raison, il trouve ça gros, 10 hectares, on a prouvé qu'on est capable de le faire. Et là, présentement, ça fait des années qu'on travaille sur le sujet parce que je pense qu'on a assez bien... On commence à de mieux en mieux comprendre notre vigne. Et là, on est en pré-certification pour le biologique. Je pense qu'à 10 hectares, on le réussit bien. En tout cas, je pense qu'à la date, on le maîtrise bien. Et que ce soit des années comme cette année, c'est plus facile. Plus que ça, possiblement aussi, mais peut-être qu'on couperait un peu les coins un peu plus ronds. Ou, je sais pas, tu sais, je vous dis ça, puis peut-être même dans 5 ans, vous allez venir ici, puis on va être rendu à 22 hectares. C'est ça. On a arrêté de faire des plans d'affaires depuis qu'on a un vignoble. En premier, moi et Nathalie, on faisait un plan d'affaires. Dans 2 ans après, on disait « ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'on a marqué là-dessus? » Fait qu'on n'en fait plus. Mais je pense que le 10 hectares, comme Gab dit, là, on arrache parce qu'il y a des affaires qui nous déplaisaient, tout ça. Mais là, je pense qu'on sait un peu plus où on s'en va. On a établi nos critères, on sait les vins qu'on veut faire. Le truc à ne pas manquer, ce qui vous mettrait le plus de spotlight dessus, selon vous, là, en termes de variété ou de style? C'est comme, c'est quétant de dire ça, mais c'est comme un peu nos enfants. Tu sais, notre enfant préféré, tu sais, je peux pas dire que c'est Gab. Là, je vais dire que c'est Gab parce qu'elle est là, mais tu sais, après, tu sais, dans le vin, on a été longtemps qu'on se disait, on fait un vin rouge, tu sais. On fait uniquement un vin rouge qui est fait avec la Marquette et la Petite Perle. Donc, la Marquette, qui, d'après moi, est le plus beau cépage en rouge qu'on a au Québec, en hybride. Vraiment pas maladif. Ça, c'est un cépage qui est assez simple à faire en bio. Pas excessif dans la charge, mais très beau cépage et il arrive à une belle maturité. J'ai déjà récolté la Marquette ici à 13,8 en alcool, ce qui est assez exceptionnel sur l'île d'Orléans. Une acidité basse. Cette petite problématique, c'est qu'il y a un pH assez élevé quand même. On était longtemps à dire, bon, on fait un vin rouge, on va faire en petite quantité, c'est vraiment pour... Mais honnêtement, là, on commence à le faire, on s'est bien équipé, on commence à mieux comprendre. Puis là, ce qu'on fait, on accepte ce qu'on fait premièrement, c'est-à-dire qu'on fait un vin sur le fruit, un vin qui est peu tannique, très goulayant, très, très facile à boire, mais c'est bon. C'est vraiment bon. Puis, on est plus rendu là maintenant qu'à l'époque où on était plus dans le gros rouge d'Espagne qui a... Donc, tu sais, même lui, là, qu'on a mis un peu de côté, qu'on le faisait, bien, même lui, on ne l'haït pas maintenant, puis on voit que les gens ont une certaine... mais il faut s'attendre à boire ça. Après ça, bien, c'est sûr que nous, on adore les vinifera, autant au champ. Longtemps, on nous a dit, le vinifera, c'est dur à cultiver, ça arrive pas à maturité, c'est maladif. Moi, je peux vous dire que c'est, dans mon cas à moi, là, par rapport à ce que j'ai de plus maladif sur le vignoble, c'est un hybride, c'est le Vandalcliche, et de loin. Ce qui est le plus de trouble dans le champ, c'est le Vandalcliche, parce que c'est un porc retombant et parce qu'il est très végétatif. On réussit à faire quand même un vin qui est le fun avec, mais tu sais, après, on est tombé avec des vinifera et c'était pas un... oui, c'est un plaisir. En réalité, le Pinot Gris qu'on a, on est mort de rire, on pourrait avoir 10 hectares de ça, puis ça se manège tout seul. On dirait que c'est une vigne qui est faite pour ça. Fait que ça, c'est un Pinot Gris, mais lui date de 6-7 ans maintenant. Et tu sais, regardez si c'est facile. Regardez comment... Il y en a un qui est parti en fou, là. Voyez-vous comment ça se tient bien? Tu sais, il pousse vers le ciel. Et même le raisin, on l'amène à la cuverie. Longtemps, j'ai des ostinations avec d'autres vignerons là-dessus, mais pour nous, en tout cas, on l'amène à la cuverie. Il est aussi mûr qu'un autre cépage. Bon, le Riesling, c'est plus compliqué, mais le Pinot Gris, il est facile à travailler, il se débourbe tout seul. Ça, on n'a même pas fait de collage, il était déjà stable. Donc, tu sais, c'est toutes des étapes qui font en sorte que, on dirait que tout l'équilibre, elle est plus là. Plus un exemple. Tous les hybrides au Québec, on ne comprend pas encore, quand on fait un vin avec, il y a beaucoup de potassium dans le vin. Tu sais, un petit effet salinité. Mais beaucoup. Là, on a dit, c'est peut-être notre terroir, c'est peut-être. Mais là, on plante le vinifera à 5 pieds à côté, on fait un vin avec. Lui, il n'y en a pas de potassium. Ah bon? Bien, il y en a, mais à un niveau correct. Donc,
c'est pas le sol. C'est la génétique de la plante. Vous voyez? Ça, c'est un avis. Fait que, C'est intéressant, ça. c'est super intéressant, mais je pourrais te montrer des tests de laboratoire. C'est pas en goûtant et dire oh, ça, c'est beaucoup de potassium. Tu ne détermines pas. Les tests de laboratoire, c'est en ppm, tu les as littéralement. Donc, un vinifera va avoir 500-600 ppm de potassium, qui est une normalité, mais un Frontenac peut en avoir 1400. Là. Donc, dans un vin rouge, la salinité, des fois, c'est pas Puis à nécessairement partir ce que du tu vas moment où avoir. le jus entre dans la cuve, est-ce que vous êtes plus de type à se croiser les doigts pour que la fermentation se passe ou vous avez une sélection de levure? Je dirais pas. Ça, c'est une super bonne question. Qui est encore à l'étude aujourd'hui. Les bons vignerons vous diront que les levures indigènes, c'est trippant, ça part la fermentation, mais c'est rarement eux qui vont terminer la fermentation. Ça va tout le temps fermenter peut-être 10 de la cuve, puis ensuite de ça, c'est des levures qui viennent comme manager ta cuverie finalement. Là, et c'est un peu la même chose quand t'en semences. Malgré tes levures sont peut-être un peu plus costaudes, mais quand t'en semences, moi je me souviens très bien avoir visité la maison La Roche pas celle de Chablis, celle dans le Languedoc, Oui. où ils font beaucoup plus de rouge. Il y avait 40 cuves de rouge, c'était spick and span, et les gens nous racontaient qu'ils prenaient un soin jaloux d'ensemencer chaque cuve, chaque cépage avec une levure différente. Et il y a une année qu'ils ont engagé un chimiste, puis ils ont dit, regarde, on va procéder comme on procède ordinairement, mais toi, tu vas analyser toutes nos cuves et tu vas regarder qu'est-ce qui fermente notre cuve finalement. Pour s'apercevoir que 85 de l'ensemble de leur cuverie était fermenté avec la même levure. Même s'ils prenaient un soin jaloux de semencer chaque cuve avec une nouvelle levure. Vous voyez? un salaire, là. Ben écoute, c'est plus qu'un salaire d'après moi. Donc vous voyez comment c'est fort. Hein? Ouais. Fait qu'après ça, la théorie, tu sais, là présentement, le monde du vin est beaucoup verbial. Hein? Vous en savez quelque chose, vous êtes des sommeliers, tu sais, on en dit des affaires sur le vin et c'est toujours un peu drôle d'entendre tout ça lorsqu'on connaît un peu plus la base. Mais je comprends qu'on vend du rêve, on vend des... Puis il y a bien des affaires qui sont vraies aussi là-dedans. Donc, si on en revient à la levure, nous, on a essayé beaucoup avec des levures indigènes, mais jusqu'à présent, on a pas mal tout le temps continué avec des levures sélectionnées, si vous voulez. Pas nécessairement pour aller chercher des arômes typiques, plus pour faire des fermentations spontanées qui démarrent bien, parce que nous, on travaille, 80% c'est des vins blancs, donc c'est très aromatique. On vise des vins frais aromatiques. Donc, l'oxydation est très importante pour nous. On prend un soin jaloux à essayer d'oxyder le moins possible nos mous. Donc, on aime ça quand nos fermentations partent rapidement. Présentement, il y a des nouvelles petites choses qui s'en viennent. Tu sais, la technologie est vraiment le fun. Puis tout est naturel, dans le fond, hein, parce que là, il y a des levures qui fermentent le mou, mais qui ne développent pas d'alcool et qui vont t'emmener sur des arômes intéressants, qui sont déjà présents dans tes mous, mais qui ne développent pas d'alcool. Donc, tu peux les mettre sur tes mous, ça va fermenter, ça protège, ça fait du CO2 quand même, donc ça protège tes mous. Puis ça te permet d'avoir une cuverie, puis de relaxer un peu plus, puis d'ensemencer en plus grosse quantité, ou là, de travailler peut-être avec des levures indigènes. Par la suite, tu vas mettre des levures indigènes, puis c'est eux qui vont formuler l'alcool. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et pour moi, les gens qui sont vraiment contre les levures sélectionnées, une levure sélectionnée, c'est une levure. On n'a rien inventé. C'est pas transformé génétiquement. C'est juste qu'ils prennent une levure, ils font qu'est-ce que nous, on fait, c'est-à-dire, même quand tu prends une levure indigène, tu la prends au départ et tu développes un pied de cuve, qu'on dit, donc un élevage de levure. Eux, c'est ce qu'ils font dans des industries. Ils font un élevage de levure, ils prennent ces levures-là puis ils les sèchent pour toi. Ils te les vendent. Comme faire du pain. C'est comme faire du pain, exactement. Donc, tu sais, c'est pas dramatique. Là. Il y a des choses qu'on pourrait être plus piqué, il y a d'autres places que ça, là, pour moi. Puis, peut-être une petite dernière question pour terminer. Là, si vous aviez un message à passer en lien avec soit vos vins ou les vins du Québec en général, que ce soit à n'importe qui, soit le consommateur, ça peut être peut-être des gens de l'étranger, des gens qui sont frileux des vins du Québec ou des gens qui connaissent déjà. Je vous laisse carte blanche sur ça, je suis curieuse. Moi, c'est assez simple. Je te laisserai la parole après, mais c'est goûter. Goûter, vous allez trouver des choses à votre goût, c'est sûr. Puis arrêtez-vous pas sur un vin qui ne vous plaît pas. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des mauvais vins. Il y a des vins au goût de chacun. Puis au Québec, le fait qu'on puisse avoir l'opportunité de faire ce qu'on veut,
que généralement on est en pénurie de vin. Donc, on peut encore faire les vins que nous, on aime. Donc, ça se peut bien que moi, les vins que moi j'aime, toi, ça ne soit pas dans ta palette, puis ça ne te convient pas. Puis ça, je ne peux pas changer ça. Puis peut-être dans 10 ans, ta palette va avoir changé, puis tu vas aimer mieux ces vins-là. Donc, il faut trouver les vins qu'on aime, puis c'est certain, dans tous les vins qui se font au Québec, il y en a un qui est au goût de chacun. C'est certain, certain, certain. Faut pas se fier à ce qu'on a bu, goûté Ça, il y c'est a l'autre 5 chose. ans ou il y a 10 ans. T'sais. C'est souvent ceux-là qui disent qu'ils n'aiment pas les vins du Québec. En moins, c'est quand la dernière fois que tu en as bu. Ça doit faire à peu près 7 ans, mais on est vraiment rendu ailleurs. Il faut Ça goûter évolue. là. Ça évolue vite. Puis il ne faut pas non plus avoir les barèmes, mais ça, c'est normal, c'est humain. Et nous, on le voit beaucoup ici. Les gens ils disent ouais, ça goûte un peu comme le chardonnay ou c'est-tu. Ils veulent avoir des barèmes. Comparatif. Il n'y a pas de barème. Et même moi qui travaille quand même pas mal les vinifera, je veux pas faire un Riesling comme il se fait en Alsace ou comme il se fait en Allemagne, même si je trouve qu'il se fait des choses incroyables. Je veux faire un Riesling québécois. Je veux faire qu'est-ce qui goûte ici, mon terroir, puis qu'est-ce que je suis capable de faire avec. J'essaie pas d'imiter une autre chose. Puis le consommateur devrait faire la même chose. Donc, il devrait goûter au vin, puis essayer de voir s'il aime ça ou s'il n'aime pas ça. Mais c'est certain que dans toute la panoplie, il y a un vin qui va lui plaire. Donc, Gabriel, Louis, merci énormément de votre temps. Ça a été très agréable de vous entendre. Puis la vue est magnifique. Je vous souhaite longue vie au vignoble Sainte-Pétronille. Hey. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous deux. Merci.